on a en face des personnes qui ne cherchent pas à savoir, qui sont avec leurs convictions, qui ne cherchent pas à recevoir l'argumentaire des autres pour essayer de faire une synthèse qui est le propre, il me semble, du journaliste, de prendre en compte toutes les informations contradictoires, de faire une synthèse et surtout d'aller vérifier les sources. Et là, on a des affirmations totalement gratuites qui, au prétexte que ça a été dit sur un plateau télé par le beau-frère du copain d'un tel qu'on a invité la semaine dernière, donc c'est valeur de vérité. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que quand Pascal Praud me demande d'affirmer que le vaccin permet de limiter le nombre de morts, c'est peut-être vrai, mais je n'en ai pas la preuve. Moi, je veux des chiffres, des choses, des sources, des choses sourcées, et avec des chiffres comparatifs de avant et après, et en comparant ce qui est comparable. Voilà, le scientifique ne se contente pas d'une affirmation gratuite sur un plateau télé pour dire « vous avez raison ». Voilà. Donc ça, il faut bien l'entendre, il faut le comprendre. Et moi, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que je veux des choses sourcées avant de conclure. C'est le propre de tout scientifique. Et visiblement, beaucoup de médecins ou de scientifiques qui passent sur les plateaux de chaînes d'info continue, qui sont confinés sur les plateaux de chaînes d'info continue, eh bien, affirment des choses sans le moindre doute, alors que le doute, c'est ce qui devrait habiter tout scientifique. Si on parle de doute, donc quelque part en science, la charge de la preuve incombe à celui qui va édicter un principe ou un fait. Vous avez l'impression qu'il y a une inversion de la charge de la preuve quelque part, ou deux poids, deux mesures? Il y a une totale inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que une personne qui affirme que le vaccin permet d'enrayer la pandémie, on lui demande pas la preuve. Une personne qui affirme le contraire, ou en tout cas qui met en doute cette affirmation, on va lui demander la preuve du contraire. Et c'est cette inversion de la charge de la preuve qui est à l'origine de la plupart des scandales sanitaires du siècle dernier et du début du siècle. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que il y a deux poids, deux mesures, et on ne peut pas fonctionner comme ça dans un débat scientifique. La contradiction en science, c'est essentiel, mais moi, tout ce que j'avance, c'est sourcé. C'est-à-dire que ça sort pas, c'est pas le fantasme du scientifique, ce sont des craintes qui sont basées sur des études scientifiques antérieures, pas forcément faites sur les humains parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple de vaccination de masse sur les humains, surtout avec ces pseudo-vaccins qui ne protègent ni de la contagion ni de la contamination, donc ils laissent circuler le virus. On a par contre des exemples de vaccination de masse, j'en ai déjà parlé, sur les poulets, qui sont un magnifique exemple de vaccination de masse parce que les poulets, c'est des camps de concentration dans les élevages intensifs, et on a des choses, donc des études scientifiques qui montrent qu'on a toutes les raisons de craindre un certain nombre de choses, et notamment l'apparition de souches variantes très pathogènes en vaccinant massivement avec un vaccin qui laisse circuler le virus. C'est-à-dire qu'il ne le bloque pas de manière absolue, mais qui va le laisser circuler, puisqu'on sait aujourd'hui que ces pseudo-vaccins qu'on nous propose, ou devrais-je dire qu'on nous impose, ne protègent absolument pas de la contagion et de la contamination. Donc ça ne se passe pas, ça ne va pas se passer parce qu'on vaccine en masse. Oui, donc si on vaccine en masse, ça, le phénomène que je décris, ne peut se passer que si on arrive laisse faire la nature. À avoir une immunité de groupe. Oui. Donc le mot le dit, plus que l'immunité de la population monte, plus que le virus va être sous contrôle, moins qu'il sera capable de se transmettre, plus les gens qui ne sont pas immunisés, qui n'ont pas rencontré le virus ou qui ne sont pas vaccinés, vont être protégés tout simplement parce que la probabilité de transmission diminue d'une façon substantielle. Donc c'est ça qui... voilà. Est-ce qu'on peut atteindre cette immunité de groupe par l'intermédiaire des vaccins? C'est au fait à ça que revient votre question, si j'ai bien compris. Ben non, pourquoi pas? Parce que justement, ces vaccins ne sont pas capables d'éviter ou de prévenir l'infection et donc la transmission du virus. Et donc, en fait, ils font exactement l'opposé. Donc, je venais de dire, à force de créer une pression immunitaire massive au niveau de la population, on va donner un avantage compétitif aux variantes plus infectieuses. Donc, en fait, si ces variantes plus infectieuses vont devenir dominantes dans la population, ça va automatiquement augmenter le taux d'infectiosité dans la population. C'est exactement l'opposé de l'immunité de groupe
qui devait faire en sorte que le taux d'infectiosité diminue de façon à ce que ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas immunisés soient protégés d'une façon plus ou moins automatique ou naturelle, parce que la probabilité de rencontrer le virus a fortement diminué. Donc ce n'est pas le cas du tout avec ce qu'on fait, et on exacerbe ça. Oui, c'est exactement le contraire actuellement. Donc je dis toujours, si on me demande, tu dois concevoir une stratégie pour éviter à tout prix, mais vraiment à tout prix, qu'on génère de l'immunité de groupe, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre un vaccin qui ne protège pas contre la transmission. Qui est le cas des vaccins actuels. Qui est le cas. Il faut vacciner en masse parce qu'il faut générer cette pression immunitaire massive, parce que sinon le virus ne peut pas s'échapper. Et il faut faire ça en sorte qu'il y a beaucoup de virus, quoi. Et donc, l'idéal, c'est de faire ça en plein dans une pandémie. Voilà. D'accord. Donc, on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait absolument, faire. Absolument. De lancer des programmes de vaccination tels que celui-ci, en population générale, en pleine épidémie, c'est pas sans conséquence. Alors, il y a eu des exemples, des contre-exemples qui sont intéressants, où il y a eu des injections dans certaines parties de la France, en fait, en l'occurrence en Nouvelle-Calédonie, dans un cas d'école où l'épidémie était plus qu'à bas bruit, puisqu'ils avaient à déplorer jusqu'à présent 0 décès Covid depuis le début de la crise. Nous sommes rendus à septembre 2021. Donc, de mars à septembre 2021, 0 décès Covid. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des patients, mais ils les ont soignés. Et là, ils commencent une campagne massive, rapide d'injection. Qu'est-ce qu'on voit? 272 décès au mois de septembre. Et ça, vous dites, bon, c'est juste un cas d'exemple, elle nous enquiquine avec ces exemples. Alors à ce moment-là, on prend la situation de Maurice, que je connais un peu. Et on a, alors c'était pas 0 décès, au total, on avait eu à peu près une vingtaine de décès, et on commence à massivement, rapidement vacciner, et on s'ensuit un épisode de cas et de décès. Vous prenez les Seychelles, vous avez la même chose. Vous prenez Fidji, vous avez la même chose. Autrement dit, dans toute île... Oui, mais moi ce que j'aime bien, c'est en tant que généticienne, c'est des isolats génétiques qui permettent de cela, de contrôler un petit peu les mouvements des populations, les arrivées, si jamais vous arrivez, vous êtes mis en quarantaine, etc. Et donc qui donne un espèce de cas d'école intéressant, où on ne peut pas dire que le R0, donc le taux de reproduction du virus était au-delà de 1, très clairement, donc on était dans la condition idéale, entre guillemets, d'injecter la population, et pourtant on observe quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'observer, et pire que cela, je ne connais pas à ce jour de contre-exemple où on a pu injecter la population alors que tout était calme, et on a continué à observer du calme. Et ça, je trouve que c'est très... Quelqu'un de vacciné a plus de risques potentiellement, sur votre hypothèse, de développer de variants, puisque s'il est contaminé par la suite, il va donc recombiner effectivement l'infection qu'il a pour l'instant et le matériel génétique qui est servi à faire le vaccin. C'est bien ça? Exactement. Alors, je peux y revenir, si vous voulez, dans un instant avec le support. Mais pour répondre exactement à la question que vous me posiez, par rapport à l'échappement immunitaire, que le variant soit un mutant ou un recombinant, le fait de vacciner massivement en période de pandémie est une erreur. C'est une énorme erreur. Là encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner, mais il ne faut pas vacciner tout le monde. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en période de pandémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus circule. Si le virus circule, il va y avoir des variants, indépendamment du fait, à ce stade, que ce soit des mutants ou des recombinants. Il va y avoir des variants. Mais comme on vaccine massivement, la souche d'origine va être bloquée par le vaccin. Donc les variants, ils ont la voie libre. Ils n'ont plus de compétiteurs. C'est exactement ce qui se passe avec les antibiotiques dans les hôpitaux. Le vaccin est au virus ce que l'antibiotique est à la bactérie. C'est-à-dire qu'en mettant des antibiotiques en excès dans les hôpitaux, on s'affranchit de toutes les bactéries pathogènes qui sont sensibles aux antibiotiques. Mais il existe des bactéries pathogènes qui sont résistantes. Le staphylocoque doré, les streptocoques, etc. Eh bien, eux, à l'hôpital, ils prolifèrent parce qu'ils n'ont plus de compétiteurs. Et c'est pour ça que les maladies à streptocoque ou à staphylocoque doré, on les chope où? À l'hôpital, et ça s'appelle des maladies nosocomiales.
Parce qu'il n'y a plus de compétiteurs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'antibiotiques pour autant, mais l'excès d'antibiotiques cause ce problème. Vous savez, c'est l'histoire de la compétition, du maillon de la chaîne dont je parlais tout à l'heure. Et le fait qu'on veuille vacciner, alors si on était hors pandémie, si la pandémie était terminée, que l'on vaccine massivement, pas de problème. Mais actuellement, je vois en France, par exemple, je ne sais pas pour ce qui en est de la Belgique, où notre président se gargarise en disant on va commencer la vaccination à partir de 12 ans maintenant, c'est du grand n'importe quoi. Les ados ne sont pas atteints par le coronavirus. Ils sont peut-être porteurs, mais ils sont asymptomatiques. Ils ne sont pas malades. Donc, utilisons cette fraction de la population pour laisser le virus d'origine circuler et qu'il fasse de l'ombre aux variants. Si on le bloque partout, eh bien, le variant a la voie libre. Et donc, on est en train de faire une erreur. Et ça devrait être coordonné à l'échelle mondiale. Vous allez me dire, oui, mais il faudrait une organisation mondiale qui s'appellerait, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Bingo, on l'a! Elle existe. Ça s'appelle l'OMS. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'OMS? À quoi ça sert d'avoir une organisation mondiale de la santé si on ne peut pas organiser au niveau mondial une stratégie pour lutter contre une pandémie mondiale? C'est-à-dire que l'OMS devrait dire, pays par pays, région par région, on vaccine tant de pourcents d'individus. Bien sûr, c'est à géométrie variable en fonction des pays. Par exemple, les pays qui sont victimes de virus transportés par des insectes qui viennent piquer dans le muscle, c'est-à-dire là, nous-mêmes, où on pique pour vacciner contre la Covid-19, on a encore un risque plus grand de recombinaison entre des virus différents, mais des virus à ARN, comme le virus du Zika, chikungunya, etc., qui pourraient peut-être recombiner avec le coronavirus ou avec le matériel vaccinal. Donc là, par exemple, dans ces pays-là, l'OMS pourrait dire il faut laisser une marge plus importante de personnes non vaccinées. Donc, vaccinons les plus fragiles, mais ceux qui ne sont pas fragiles, eh bien, attendons que la pandémie soit terminée. S'ils veulent se faire vacciner, ils pourront le faire à ce moment-là. Mais pour le moment, permettons au virus d'origine d'encore exister pour faire de l'ombre aux éventuels variants plus méchants qui pourraient échapper au système immunitaire. Alors du coup, une petite question ici d'un auditeur qui nous demande, est-ce qu'effectivement cette question de recombinaison entre un vaccin et un virus circulant, est-ce que c'est également valable pour un vaccin classique, un virus atténué? Ou est-ce que c'est propre à? C'est valable pour le virus atténué, et c'est arrivé d'ailleurs, mais chez les poulets, pas chez l'humain. Mais les virus atténués, il n'y en a pas énormément. Hein. Les vaccins qui consistent à prendre un virus et à le mettre dans les choux, hein, à le fragiliser, et on injecte ce virus entier. Mais comme il est pas inactivé, hein, donc il va injecter son matériel génétique dans les cellules qu'il va infecter. Mais ce matériel génétique, comme l'enzyme virale est affaibli, tout est affaibli, il va se répliquer extrêmement lentement. Et ce qui laisse le temps à la personne, si elle n'est pas elle-même immunodéprimée, si elle n'est pas fragile, c'est pour ça que ces vaccins atténués sont pas recommandés pour les personnes immunodéprimées et pour les femmes enceintes, notamment parce qu'on a peur que la personne ne soit pas suffisamment robuste pour lutter contre un virus qui, bien qu'atténué, pourrait gagner la partie. D'accord? Donc, ces vaccins, bien sûr, vont injecter, mais il y a très peu, il y a peu de vaccins à virus atténué. Et on n'a jamais vacciné avec un virus atténué, avec un vaccin atténué, c'est-à-dire un vaccin où le virus est atténué, on n'a jamais vacciné à une échelle qui est celle de la Covid-19. Mais évidemment, ça peut se produire de la même manière. Et ça s'est produit. Il y a une publication qui date de avril dernier, je crois, 2020, qui montre qu'un variant d'un virus qui s'appelle le virus de la bursite infectieuse du poulet. Hein. Donc, il y a eu des vaccinations massives qui ont été faites dans les batteries de poulets, où là, évidemment, c'est des vaccinations à très grande échelle. Eh bien, il y a eu un virus recombinant beaucoup plus méchant qui est apparu et qui est un recombinant entre un variant de ce virus, un variant par rapport à la souche contre lequel on vaccinait les poulets, et qui a recombiné avec le matériel génétique, qui est l'ARN, du vaccin, du virus utilisé comme vaccin. Donc oui, ça existe. Sauf que là, évidemment, avec la Covid-19, on vaccine également à très, très grande échelle. Alors évidemment, vous allez me dire, pour que ça arrive, il faut que les cellules qui reçoivent, les cellules musculaires notamment, qui reçoivent le matériel génétique vaccinal soient en même temps co-infectés par un autre virus, enfin, etc. Qu'il faut que les deux se rencontrent, c'est peu probable. Oui, c'est peu probable. Mais vous savez, les deux virus, deux coronavirus, dès lors qu'ils sont ensemble,
dans la même cellule, ils recombinent à plus de 10%. Alors évidemment, là, on ne sera pas à 10%, parce qu'il faut qu'il y ait rencontre d'abord. Une fois qu'ils sont rencontrés, c'est au moins 10%, mais il faut d'abord qu'il y ait rencontre. Donc, même 10%, c'est 10-1 en fréquence. Même si on descend à 10 puissance moins 7 ou 10 puissance moins 8, une personne sur 10 millions, une personne sur 100 millions, mes chiffres sont totalement arbitraires, hein. Je les abaisse volontairement de manière drastique. Ben, on vaccine plus de 100 millions de personnes. On vaccine des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Et donc, cette probabilité n'est pas nulle. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est une personne sur 100 millions, c'est malheureux pour elle, mais pour les autres, ça se sera bien passé. Oui, ça veut dire que au niveau individuel, le rapport bénéfice-risque est intéressant, mais pas au niveau collectif. Pourquoi pas au niveau collectif? Eh bien parce que les dégâts causés par ce virus recombinant ne vont pas concerner que la personne chez laquelle il émerge. Ce virus va se propager, va aller infecter d'autres personnes, etc. Et donc, c'est un risque à considérer à l'échelle de la collectivité. Donc, le rapport bénéfice-risque, il est de toute évidence à l'échelle individuelle favorable. C'est moins sûr à l'échelle collective. Et c'est très drôle parce que, regardez, il y a eu avec le vaccin d'AstraZeneca, il y a eu des cas de thrombose. Alors, d'abord, on a dit que ça avait rien à voir, puis après, on a dit, ah, si, bah oui, d'accord, bon, ça a quelque chose à voir. Bon, oui, mais c'est que quelques cas, heureusement, c'est pas la majorité des gens vaccinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle collective, cette fois-ci, c'est intéressant. Mais aller dire quelqu'un à titre individuel qui vient de perdre son mari ou sa femme parce qu'il a fait une thrombose, elle a fait une thrombose après la vaccination, de dire, ah si, le rapport bénéfice-risque, il est super, hein, à une personne qui vient de perdre quelqu'un. Non, évidemment, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'au niveau individuel, on ne peut pas dire que le rapport bénéfice-risque est bon, mais au niveau collectif, on peut le dire. Et ça, nos instances ne se sont pas privées de le dire. Donc c'est très drôle parce qu'on sait considérer l'échelle collective quand c'est bénéfique au niveau collectif, mais on ne sait plus considérer l'échelle collective quand c'est néfaste au niveau collectif. Donc là, on ne dit pas qu'au niveau collectif, il peut y avoir un problème. Et donc il suffit que ça émerge un jour. Et si tout le monde est vacciné, eh bien on ne pourra pas compter sur la souche d'origine pour faire de la compétition à ce virus recombinant. Et il va proliférer. C'est pour ça que la stratégie de vaccination de masse en période de pandémie est une erreur parce qu'on prend le risque. Le cas de Singapour est très intéressant, très intéressant. Il faut vraiment s'y intéresser de près. Pourquoi? Parce que on est en vase clos, c'est-à-dire que Singapour est très protégé. Et ils ont vacciné pratiquement à 100%. Et en vaccinant à 100%, ils ont une épidémie de Delta. Donc déjà, on est sûr d'une chose, c'est que pour la transmission, le vaccin ne protège pas du Delta, puisque le Delta s'est répandu. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le variant Delta, il préexistait à la vaccination de masse. Et donc, se pose la question de la sélection par le vaccin d'une souche particulière dans un territoire géographiquement confiné. Parce que là, vraiment, c'est un cas d'école. Hein. On a pu remonter à la première séquence de Delta. Et on a mis en adéquation le début de la vaccination. Et d'ailleurs, il y a un seuil de 30% de vaccination qui témoigne d'une flambée. Donc je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas que c'est la vaccination qui sélectionne des variants. Soyons clairs. Je dis que c'est un problème qui se pose et que l'on peut étudier rationnellement, scientifiquement. Ah, c'est Pfizer. Pfizer Moderna, ce qu'ils ont utilisé. Donc c'est quelque chose qui peut être étudié rationnellement, scientifiquement, et j'ajouterais de manière apaisée. On n'est pas dans une guerre de religion, on est dans une analyse scientifique. Il y a des données, on les analyse, on les interprète. Parce que lorsque j'étudie l'évolution des variants, j'ai besoin d'avoir tous les paramètres. Je veux savoir, vaccination, oui mais vaccination plus masque, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas juger comme ça. On est obligé d'avoir tous les paramètres et des fois c'est compliqué. Alors dans des cas qui sont géographiquement restreints, c'est plus facile parce que la politique était plus stricte, donc on sait exactement ce qui s'est passé et on peut remonter. Donc c'est une analyse qui, à mon avis, pourrait donner des éléments assez intéressants. Tous ces gens des conseils scientifiques, etc., ils n'ont aucun argument scientifique. Moi, ce que je demande, parce que le Conseil de l'ordre m'a autorisé à interpeller les autorités, donc je les interpelle, donnez-moi un quelconque argument scientifique pour dire que ces produits sont des vaccins. Bon, j'attends votre réponse. Oui. Donnez-moi un quelconque argument scientifique pour dire que ce produit protège contre la maladie. J'attends vos réponses. Donnez-moi un quelconque argument scientifique pour dire que ce produit, ces produits, parce qu'il y a plusieurs marques, Pfizer, Moderna, etc., protègent contre les formes graves. J'attends votre réponse. Donnez-moi
un seul argument scientifique pour me dire qu'une 3e dose est nécessaire alors que 2 n'ont pas marché. Il n'y a aucune étude, j'attends leur réponse. Même sur ce qui aujourd'hui fait presque consensus, en tout cas sur l'idée que ce que vous appelez produit, ce que l'opinion et ce que tout le monde appelle vaccin, mais préserverait des formes graves, même là-dessus, vous avez des doutes sérieux, c'est pas des doutes, c'est des faits. Ou en fait, c'est quoi? C'est des faits ou c'est le fait que pour l'instant, ce n'est pas documenté par aucune littérature? Si, c'est documenté dans plein de pays, mais malheureusement, beaucoup de gouvernements censurent ces données. C'est comme ça, j'y peux rien. Mais on voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont été inoculés, qui font la maladie, qui font des formes graves. Ils sont majoritaires dans les réanimations dans beaucoup de pays. C'est triste de voir ça. Alors quand on voit Emmanuel Macron qui dit qu'il faut faire 3 doses, et puis Delfrécy, il va falloir faire 4 doses, et puis Macron qui, dans son discours, dit qu'il va falloir s'habituer à un rappel tous les 5 ou 6 mois, ad vitam aeternam. Mais où sont leurs données? Moi, je veux bien croire le président de la République, mais qui me donne ces données. Et vous les avez vues, les données des autres pays dont vous parlez? Et bien sûr, elles sont disponibles sur Internet. Il suffit de regarder la carte du monde. Ou des scientifiques d'autres pays disent il y a clairement... plein de témoignages. Même le docteur Malone aux États-Unis, qui était le créateur de la technologie ARN messager, bon, je ne dirais pas ce qu'il a dit, parce qu'après on va dire que je dis des choses... Mais si c'est lui qui l'a dit et que les gens veulent aller vérifier, il y a une vidéo qui circule, même François a fait un article hier là-dessus, une interview. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc je ne dirai pas moi-même, parce qu'après je vais avoir des ennuis. Il suffit de regarder ce que dit Robert Malone, je crois que c'est Robert, son prénom, Robert Malone. Au début de la crise, les masques étaient considérés comme inutiles, ils sont devenus ensuite obligatoires. Idem avec le personnel soignant que l'on a poussé à venir travailler, même malade. Le pass sanitaire n'est-il pas une nouvelle incohérence? Ou on laisse prendre le risque à tout le monde, mais une fois que le risque est parti et qu'on voit que les hôpitaux commencent à se remplir, c'est trop tard. Ou on ferme tout pour tout le monde, et là c'est très compliqué pour la partie de la population qui est déjà vaccinée de ne pas pouvoir aller au resto, parce que sinon ce serait injuste entre guillemets vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Donc l'idée du pass, c'est d'éviter le confinement, d'éviter aussi une catastrophe sanitaire, et de le faire jusqu'à ce que les gens soient suffisamment vaccinés pour que le virus ne circule plus. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc ce n'est pas un outil qu'on a vocation à utiliser pendant des mois et des mois. C'est un outil qui nous permet, entre guillemets, de passer le cap de la vague.